Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro et celui-ci il est spécial, il est même historique, messieurs, dames, puisqu'on va débriefer forcément du match, de cette rencontre, de cette victoire 8 buts à 0 de l'OGC Nice contre l'AS Saint-Etienne pour le match anniversaire des 120 ans du club. Une soirée unique, spéciale, irrationnelle, tout ce que vous voulez. Les qualificatifs manquent pour parler de ce qui s'est passé hier. Ça arrive rarement, forcément, ce genre de match, mais disons que c'est arrivé au bon moment à domicile pour cette première victoire aussi à domicile et qui lance cette série de matchs compliqués, alléchants que s'apprête à jouer l'OGC Nice. Pour parler et pour revenir sur cette soirée de gala, j'ai le plaisir d'accueillir Romain de retour, un énième retour avec son beau maillot homme pour Bonjour. ce numéro. Comment ça va, Romain? Ça va bien, hein. Après un 8-0, ça peut aller que bien. Et t'as vu, ouais, je fais toujours les retours, mais tu sais, quand on m'avertit à l'heure et tout, tu vois, quand on me zappe pas, je suis là, hein, je suis dans les émissions. Il n'y a aucun souci. Je vois pas à quoi tu fais Moi référence. Et non il est plus. également là pour sa première de la saison, il me semble, pour cette saison 2024-2025, forcément, hein, une victoire. Donc, qui dit victoire dit présence d'Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Salut Pancho, salut Romain. Bah évidemment ça va super. Un peu déçu de la seconde mi-temps, moi je vais 10-0, mais donc bon, on se contentera de ce 8-0 et on attendra le match retour pour kiffer. Mais en tout cas très heureux de faire mon retour dans l'émission. Ouais, effectivement. Alors, ce match 8-0, j'ai même plus les buteurs en tête tellement qu'il y a eu de buts, hein. Un doublé de Moukoko, un but de Guessant, un but de Shaw, un but de Ndombele, un but de Diop, un but contre son camp. J'en oublie sans doute. Voilà, Rosario. Rosario, Mario. Rosario. Mais voilà, je l'ai pas conscientisé en fait le fait que il ait marqué ce penalty là. On y reviendra. Une soirée, les gars, hors du temps. Je pense que c'est un peu le terme. Il y avait voilà toute une communication faite, tout est voilà des événements faits aussi créés pour l'occasion, pour les 120 ans du club. C'était un match important aussi pour l'institution, hein. Tous les clubs n'ont pas 120 ans et on avait peur que sur un énième match bascule. On sait qu'il y a ce traumatisme aussi, que le gym passe au travers, ne puisse pas fructifier tous les éléments positifs qui se passent autour de cette rencontre-là. Là, Romain, on peut clairement se dire que la soirée, elle est réussie, mais même plus que ça, une victoire 8-0, c'est exceptionnel. C'est irréel. C'est vu du stade, quand tu vois les enchaînements des buts, je te dis, mais c'est pas croyable en fait. On est en train de tomber dans un truc qui est totalement irrationnel. Et, et voir, enfin, après toutes les bouillies qu'on s'est mangées, voir ces talents offensifs, c'est juste incroyable. J'ai kiffé, je crois, ouais, comme j'en ai encore les frissons, tu vois, rien que d'en parler. Mais que ça soit même au niveau de la fête qu'il y a eu avant le match, enfin, tout était parfait en fait. Et on est tombé ouais, dans une euphorie de fou. Et vraiment, ça fait du bien parce que ça fait depuis des années qu'on mange quand même un bon gros pain noir. Et voilà, là, kiffer comme ça, j'adore et merci à l'équipe et merci à Ez. Hugo, cette soirée, elle a été unique. Bon, un peu ton sorti là-dessus, mais elle se classe où par rapport aussi aux autres matchs qu'on a pu vivre? Alors forcément, on a des souvenirs en tête qui nous reviennent. Ce match contre Bordeaux où on gagne 6-1 l'année de Ben Arfa. Ce 6-1 aussi sous Digard. Pour les plus anciens, il y a eu une grosse victoire aussi contre Valenciennes aussi, la première année de Puel, une grosse victoire contre Sedan. Il y a eu des matchs comme ça assez exceptionnels aussi, le quintuplé de Carlos Eduardo à Guingamp. Alors, je ne vais pas te demander de faire ton classement, mais est-ce que, enfin, tu le situes où en fait ce match-là dans ces matchs un peu surréalistes finalement? Bah, tu le classes haut parce que comme tu l'as dit, c'était un rendez-vous important, pas forcément par le match, mais par le rendez-vous anniversaire. Où comme tu l'as dit, on a souvent été habitué à se rater dans ce genre de moment. Donc là, forcément, tu avais une adversité prenable, mais il fallait quand même aller sur le terrain, devant le public. En plus, tu avais
Tu sais que tu avais un calendrier très lourd qui t'attendait derrière avec Lens, le PSG, la Coupe d'Europe, donc tu avais tout intérêt à le gagner. Donc tout ça faisait que j'étais pas non plus très très confiant avant d'entrer sur le terrain. Je pensais jamais qu'il y aurait un tel score. Donc c'est sûr que quand tu prends le contexte, plus le jeu développé, ça se classe très haut. Et aussi, tu as mentionné ces scores importants. On peut penser que c'est anecdotique, mais je trouve ça très important quand même d'avoir cette capacité à mettre un gros score une fois de temps en temps. Ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas fait. Il y avait eu le premier match de Digard quand même contre Montpellier qui était un petit peu particulier aussi. Mais sinon, ça remontait quand même aux années Ben Arfa, aux années Favre, quand on pouvait enchaîner souvent cette capacité à faire très mal et à mettre des gros scores. Et c'est souvent très bon signe d'avoir déjà plusieurs buteurs différents, de jamais s'arrêter d'attaquer. Donc tout ça, c'est pas si anecdotique que ça, ce 8-0. C'est vraiment une très très bonne nouvelle et espérons que ça lance une dynamique et qu'on continue dans cette lignée-là, surtout offensivement. 6 buteurs différents hein, sur ce match-là aussi, avec les 3 joueurs offensifs qui ont marqué. On y viendra plus en détail, mais c'est vrai que pour le coup, quand tes joueurs offensifs marquent et se créent autant de situations et que tu finis avec un score aussi lourd, bah, ça fait du bien. Alors ça fait entre guillemets que 3 points au championnat, mais c'est bon pour la confiance à l'approche des prochains rendez-vous qui attendent l'OGC Nice. Petit point stats, forcément, hein, on y viendra. Première équipe du 21e siècle à scorer 6 buts en première mi-temps, plus grosse victoire en championnat depuis la saison 57-58, c'était contre Sedan. Il y a eu un 8-0 aussi en Coupe de France dans les années 70. Et alors attention, celle-ci elle est pour toi Romain. En 5 matchs de championnat, le gym a marqué 35% de la totalité de ses buts marqués lors de l'exercice 2023-2024 sous Francesco Farioli. Romain, est-ce que finalement, voilà, Hez euh, est arrivé en parlant d'émotion, en parlant de football, en parlant de plaisir là. Ce match-là, est-ce qu'il peut inscrire aussi, voilà, finalement, le démarrage de, d'un cycle vertueux où on peut peut-être rêver sur cette saison-là. Alors, déjà pour la stat, j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, je regrette Farioli. Tu vois. Parce que même le peu qu'on a vu depuis le début de la saison, moi je retrouve voilà, un plaisir de regarder les matchs. Et ceux qui me disent que le foot avec Farioli, les matchs qu'on a vus, ils étaient plaisants à regarder, je peux pas comprendre. Bon, enfin voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Après, alors, bien sûr, après un 8-0, moi j'ai envie de m'emballer, de me dire que ça y est, la saison elle est lancée. Maintenant, avec Nice, il y a toujours eu cette petite crainte quand même. Donc, j'attends de voir les prochaines échéances, pardon. Et il y en a une grosse qui arrive mercredi et je trouve que ça peut pas arriver au meilleur moment. Voilà, c'est le meilleur moment pour ce match. On a fait un gros match et maintenant, voilà, on va voir vraiment ce qu'on vaut avec quand même une équipe qui performe bien dans son championnat et en Europe. Et moi, ce qui me rassure, c'est que depuis le début de la saison, ça va en s'améliorant. Donc, que ça soit défensivement, offensivement, je trouve qu'il y a du mieux à chaque rencontre. Et ce même Marseille, moi, j'ai trouvé, enfin, vu du stade, on joue quand même contre une grosse équipe de Ligue 1, dont on parle comme prétendant au titre, etc. Et je trouve que pour moi, en tout cas, après, peut-être que c'est mon cœur qui parle, mais on les a mangés. Et du coup, bah, voilà, il y a une évolution qui se fait. Et donc, c'est pour ça, j'ai envie de m'emballer, mais en même temps, je me dis, putain, j'ai pas envie de m'emballer parce que j'ai pas envie d'être déçu après. Mais en tout cas, cette équipe, depuis le début de saison, bah, voilà, elle te donne envie de t'emballer, d'aller voir le match, de kiffer, en gros. Parce que quand tu vois toutes ces phases offensives, enfin, bref, je sais pas. Donc, je m'emballe, mais après, je sais qu'il faut rester mesuré aussi et j'attends de voir mercredi. Effectivement, Hugo, Francaise l'a dit, ce qui primera, c'est la régularité. Ça commence dès mercredi, justement, contre la Real Sociedad. C'est important de revenir sur ce match-là, sans effectivement tirer des conclusions hâtives sur la saison. Mais voilà, le parallèle aussi statistique et offensif avec le gym de Francesco Farioli, il est saisissant. Et là, bon, c'est pas tirer à balles réelles contre notre ancien coach. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est factuel. Et puis, offensivement, Guessant était là l'année dernière, Shaw était là l'année dernière en milieu de saison.
Il y a Moukoko, effectivement, dont on va parler, qui s'est incorporé. L'équipe, elle n'a pas non plus été chamboulée. Il y a eu effectivement un nouveau système et surtout une nouvelle idée de jeu beaucoup plus offensive. Et là, on commence à récolter les fruits là, sur ces dernières semaines. Je peux même dire une mentalité différente parce que l'année dernière, sous Farioli, tu avais parfois des bonnes séquences, on va dire des bonnes entames de match où tu marquais parfois assez tôt. Mais la différence, c'est qu'une fois que tu avais marqué, bah, tu conservais le ballon, tu arrêtais d'attaquer, quoi. Tu te mettais dans ton camp et tu essayais de conserver le score. Alors que là, hier, la différence était flagrante. C'est qu'après chaque but, bah, les mecs, ils avaient envie tout de suite de marquer le suivant. On pressait même à 4-0, ça pressait à 5 devant. Il y avait du mouvement sur les côtés. Donc, pour moi, c'est la principale différence. C'est vraiment le changement de mentalité, quoi. Avec Farioli, tu avais vraiment l'impression que c'était un petit peu des calculs d'apothicaire. À chaque fois qu'il fallait conserver le score, viser les 3 points. Là, hier, c'était. Même en seconde mi-temps, tu aurais pu penser qu'on reviendrait des vestiaires avec quand même plus de calme. Mais les mecs, même les entrants, ont apporté, ils voulaient marquer leur but. Les Diop, les Bonani. Donc, tu avais vraiment une. Moi, c'est vraiment la différence de mentalité qui me choque principalement. Évidemment, le système de jeu est totalement différent. Mais tu sens que tu as vraiment envie à tout moment de marquer. Enfin, il n'y a pas de moment de calme. L'année dernière, on avait ces longues séquences de passes entre Todibo et Dante pour calmer le rythme. Là, en fait, le match, c'était un ping-pong constant. Dès que Saint-Etienne perdait le ballon, on repartait directement. Contre-pressing et efficace à chaque fois. Donc, enfin, les matchs sont beaucoup plus intenses, quoi. Et pour moi, c'est vraiment à la base la question de mentalité qui a totalement changé entre les deux coachs. Ouais, et puis, alors, on y viendra aussi, mais premier match sans encaisser de but. On fera un focus également sur la défense, mais déjà, Romain, dans un premier temps, il faut parler de l'attaque. Mohamed Ali Chou, buteur, aussi détonateur sur un certain nombre de situations. Evan Guessant associé eh bien, pour la première fois au démarrage avec Youssoufa Moukoko. Moukoko auteur d'un doublé et d'une passe décisive, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Guessant auteur d'un but et d'une passe décisive. Je crois un but, une passe D pour Guessant. Mais surtout, on a vu, on va dire, des joueurs qui jouaient ensemble, des combinaisons très souvent réussies, et puis une efficacité incroyable. Je crois que j'avais vu hier soir 9 tirs cadrés. 9 tirs cadrés sur le match pour 7 buts si on enlève effectivement le CSC. Ça paraît quand même assez fort. Comment est-ce que tu as trouvé l'animation offensive et le choix aussi d'associer Guessant et Moukoko pour un premier? Bah, moi justement, moi je voulais absolument qu'un jour il associe Guessant Moukoko. Je pensais pas que ça arrive aussi rapidement, mais je pense que la blessure de Boga a fait que. Et c'est vrai qu'à la base, il devait vraiment jouer à gauche, Guessant. Et au final, d'ailleurs, ouais, je crois qu'il le dit en conférence de presse. Il dit que à la base, il était mis pour jouer côté gauche, mais après, il s'axait vachement, quoi. Et ça a super bien fonctionné. Et quand tu vois un Guessant dos au but, mais avec quelqu'un qui tourne autour de lui, de suite, il est moins perdu. Moi, je l'ai trouvé super intéressant. Guessant, hier, pour moi, c'est le mec qui t'a apporté ce vrai point d'appui, mais avec des solutions tout autour. Donc, un Moukoko enfin, pour moi en tout cas, c'est le vrai neuf. Dès qu'il y a un ballon dans la surface, il est là, sur le but contre son camp. C'est lui qui est normalement à la réception. Quand Guessant, il est en face à face, que le ballon il est contré par le gardien, c'est Moukoko qui est là pour la mettre au fond. Enfin voilà, on sent quand même que c'est un joueur qui sent les coups, qui sait se placer. Et je pense que c'est vraiment ça dont on avait besoin. Et vraiment, moi, je trouve que l'association Guessant-Moukoko, c'est super complémentaire. Avec un mec comme Shaw, qui est là pour virevoltant et tout, et quand il est dans des soirs comme ça, ouais, le mec, il est inarrêtable, quoi. Donc, c'est pas. Tu sens que, en fait, le mec, il craint des gains, quoi. Il y va et il fonce, rapide, et je sais pas. Moi, je le trouve super intéressant parce que dans la percussion, il a du déchet, mais le mec, en fait, il tente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le trouve beaucoup plus constant qu'un Boga, tu vois. Et je trouve que Shaw, il passe rarement totalement à côté d'un match. Est-ce qu'un Boga, il est capable de passer totalement à côté d'un match? Et moi, je trouve ça vachement, vachement intéressant. Et les trois de devant, eh ben, ils font un pressing constant, constant. Saint-Étienne, au bout d'un moment, ils étaient étouffés par le pressing.
Et quand tout le monde tire dans le même sens, ah voilà, ça donne des matchs plutôt sympas à voir. Bon, là, en l'occurrence, spectaculaire. Mais vraiment très content, moi, de cette idée de mettre Guessant et Moukoko, associer Guessant et Moukoko. Hugo, justement, ce changement tactique aussi dû à la blessure de Boga a fait qu'on a vu un show un peu plus en retrait qui faisait ce lien un peu milieu de terrain offensif et une certaine liberté qu'il a depuis sous Francaise. Mais on a vu voilà, Moukoko et Guessant plus proches l'un de l'autre. On pourrait considérer qu'il voilà, il y a eu une sorte de 3-4-1-2 alors que jusqu'à présent on était plutôt en 3-4-2-1. Mais effectivement, Guessant, euh, est-ce que finalement l'association à un attaquant plus axial, c'est pas mettre en valeur toutes ces qualités, à savoir voilà, ce jeu de haut but, cette capacité aussi à venir décrocher, euh, à venir gagner des duels aussi, et surtout à toucher la balle finalement. Parce que seul devant, il a cette capacité d'être autosuffisant sur certaines situations, mais par moments peut-être un peu trop esselé. Comment est-ce que tu le vois voilà, ce duo? Moi, déjà, sur l'animation, j'ai plus vu un trio qu'un duo. En fait, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment les trois Shaw, Moukoko, Guessant. Et en phase défensive, c'était Shaw et Guessant sur les côtés avec Moukoko en neuf. Mais quand on avait le ballon, en fait, ça permutait beaucoup. Tu avais parfois Guessant qui était en soutien de Moukoko et du coup Ndombele qui venait se caler à gauche. Parfois Shaw qui se retrouvait dans le cœur du jeu. Parfois, ils étaient deux et un devant. Enfin, ça n'a pas arrêté de bouger. Et ça nous a apporté une illisibilité incroyable. C'est aussi le lien avec le débat précédent, où l'illisibilité par rapport au jeu de Farioli, où vraiment les positions étaient limite mathématiques et les joueurs ne pouvaient pas en bouger. Là, ça change totalement. Il y a eu du mouvement tout le match. La ligne d'attaque, ils n'ont pas arrêté de permuter, décrocher. Quand il y en avait un qui décrochait, l'autre il venait prendre la place, ça libérait un espace. Enfin, c'était incroyable. Donc, pour en revenir à Guessant, je pense qu'il était plus à l'aise aussi parce que il pouvait partir de plus bas. Et quand il arrive lancé, je trouve qu'il fait beaucoup plus mal que quand il est en neuf mobile, où tu le trouves de haut but et où c'est plus compliqué de se retourner. Là, il peut vraiment avoir de l'espace, arriver lancé. Et quand il est lancé en puissance, c'était quasiment injouable. Donc, tu avais ces deux aspects-là. Tu avais le côté illisibilité de l'attaque avec de la permutation, de décrochage des mouvements. Et ce côté Guessant qui partait de plus loin, qui lui a permis de faire très très mal en puissance et franchement, je trouve que cette option tactique, elle est vraiment intéressante. Parce que tu vois que, en fait, finalement, peu importe les joueurs, enfin, les trois étaient très à l'aise, alors que c'était pas forcément la position dans laquelle on les imaginait, quoi. Guessant, le voir un petit peu en soutien de l'attaquant, je l'aurais pas trop imaginé. Le voir limite décrocher au milieu de terrain, c'est pas ce que j'imaginais à la base. Mais il a été très à l'aise et le trio était très à l'aise, donc c'était franchement très très intéressant. Permutation Ah, mais et également polyvalence, quelque part. C'est Florian Maurice qui le disait en conférence de presse. Les profils sont des profils de joueurs polyvalents. Et lorsqu'on voit Shaw qui ensuite prend le poste de numéro 9 pendant 15-20 minutes et qui se fait remplacer par Orakpo, c'est aussi ça finalement peut-être la force collective de cette équipe sur les premières semaines. C'est d'avoir cette capacité aussi d'avoir un Tom Louchet qui peut remplacer Klos, piston droit, mais qui peut également dépanner au milieu de terrain. C'est d'avoir des joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes. Non, mais c'est un truc de fou en fait, mais c'est totalement ça. Quand tu regardes le match, tu as l'impression que ouais, les joueurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans un schéma bien précis. J'imagine que tout est calculé, mais moi je plains les analystes quand ils doivent analyser les matchs de l'OGC Nice parce que, comme le disait Hugo, en fait, tu as tout le monde en fait qui joue, enfin qui peut aller n'importe où. Au bout d'un moment, tu as Dante, il prend l'aile gauche. On en parlait en off, mais un Youssouf qui te prend le milieu du terrain, qui te fait une montée. Enfin, il y a, t'as des, enfin, je pomme le mot depuis tout à l'heure. Je cherche un mot, mais t'as tous les joueurs en fait qui sont vachement mobiles. Et comme le disait Hugo, en fait, bah, tu as l'impression que tu as une illisibilité de notre schéma, mais nous, tout est bien calculé. Mais pour un adversaire, putain, ça doit être trop, trop dur quoi, de savoir exactement ce qui va se passer. Enfin, moi, je trouve ça vachement, vachement intéressant. Quoi. Effectivement, donc un trio offensif ultra intéressant. On parlera également des entrants. Petite question quand même, parce que bon, l'OGC Nice a gagné le foot, hein, l'OGC Nice a gagné 8-0. Est-ce qu'on doit relativiser cette performance au vu de l'adversité? On a vu un Saint-Etienne
en difficulté sur ce début de saison, qui a gagné quand même un match à domicile contre Lille, qui est un- une équipe importante en championnat, même si effectivement sur les dernières semaines, c'est plutôt des résultats négatifs. Ouais, est-ce que vous êtes plutôt dans le plaisir dire de l'instant, de profiter de cette rencontre-là, ou est-ce que finalement c'est moins beau qu'une rencontre contre un adversaire du même calibre? Par exemple, je pense au 4-0, au 2-4-0 contre Monaco qu'on avait mis sous Favre. Vous voyez, un match où finalement il y a une rivalité sportive plus que voilà, un écart structurel qu'on a vu hier soir. Ah bah, honnêtement, Saint-Etienne, tu veux y aller, Romain? Vas-y, vas-y, Hugo. Vas-y. Non, honnêtement, Saint-Etienne, c'était vraiment très très faible, j'ai trouvé. En termes de faiblesse de l'équipe de Ligue 1, je crois que j'ai pas souvenir d'avoir vu une défense aussi perdue. Abdelhamid, il a 41 ans, il était complètement perdu sur le terrain. Et ça a été renforcé par le triple changement de Dalloglio à la demi-heure de jeu qui perturbe encore tout. Donc c'est pour ça que moi, faut pas relativiser, comme j'ai dit, la mentalité des joueurs et l'envie de faire mal, de continuer d'attaquer, les schémas, tout ce qu'on a dit. Mais il faut pas non plus croire que parce qu'on a gagné 8-0 contre Saint-Etienne, on va arriver contre la Sociedad dans 3 jours et les faire danser pareil. Là, il y avait vraiment un, un niveau déjà très faible à la base, et le niveau de Saint-Etienne très faible a été encore plus mis en valeur par notre animation offensive et l'envie de nos joueurs de leur faire mal. Donc, comme d'habitude, c'est les vases communicants, mais effectivement, Saint-Etienne, c'est une des équipes les plus faibles que j'ai vues en Ligue 1 depuis je sais pas combien de temps. Alors, moi j'ai un autre avis parce que et je crois que je l'avais déjà dit contre Angers. Au bout d'un moment, l'année dernière, moi, j'ai pas trouvé clairement beaucoup plus fort. Il y avait qui aussi comme équipe pourrable l'année dernière? Bref, il y en avait quand même une ou deux que j'ai vu à l'Alliance qui étaient vraiment très nuls. Et pourtant, on a fait un 0-0 ou gagné un 0. Enfin bref. Metz. Et au bout d'un moment, Saint-Etienne, quand même, ils sortaient d'une victoire contre Lille. À Monaco, ils perdent que 1-0. Donc, certes, moi aussi, je les ai trouvés très faibles. Mais après, il faut voir aussi comme on a joué. Et il ne faut pas relativiser cette façon ce 8-0 parce que, certes, l'équipe est faible, mais il y a d'autres années où on aurait pu se faire peur, où on aurait eu du mal peut-être à marquer. Là, en fait, on les a étouffés du début jusqu'à la fin. Et on a contrôlé le match. Et comme tu disais, Hugo, mais offensivement, on leur a fait très mal. Et en fait, c'est ce qui a montré les carences de Saint-Etienne. Mais je veux dire, il y a des clubs, et quand même des gros de Ligue 1, Monaco et Lille, bah, qui n'ont pas eu ce même impact sur le match. Et je trouve que, voilà, certes, l'adversité, elle n'était pas folle, mais voilà, faut pas relativiser. Et après, pour répondre à ton autre question, Pancho, c'est vrai que moi, un des matchs qui m'a fait le plus vibrer, c'est contre Marseille en Coupe de France. On gagne combien? 3-1 4-1. ou 4-1. Voilà. Donc celui-là, bon, tu avais la place en demi-finale, etc. Et vraiment, il y avait eu. Enfin voilà, il m'avait fait vibrer ce match. Mais après, voilà, c'est deux émotions différentes. Et je prends les deux largement. Le 8-0, une victoire dans un derby. Je prends tout et à la fin, pour moi, ça a la même saveur. Voilà, c'est du kiff, du kiff. On va rester sur le secteur offensif puisqu'il y a un joueur qui a fait son retour. Alors, il avait joué à Marseille, je ne sais pas, peut-être de 2-3 minutes grand maximum. Il s'agit de Sofiane Diop, buteur. Il a mis le combien? Le 7e? Le 7e, oui, parce que c'est pas le Rosario qui a mis le 8e. Je ne m'en remets toujours pas, hein. Je ne m'en remets toujours pas. Sofiane Diop, de retour. Il a joué 20-25 minutes hier soir. Buteur aussi. On sait que Boga va être absent sur les prochaines semaines. On a comme l'impression qu'il y a une recette qui a été trouvée entre Shaw, Guessant et Moukoko. On verra si c'est le même trio qui sera aligné contre la Real Sociedad. Mais Hugo, ce retour de Sofiane Diop, il intervient au bon moment. On sait que c'est un joueur qui cristallise un certain nombre de critiques, mais surtout d'attentes finalement par rapport au montant du transfert et par rapport au fait que il a très peu joué sur les 2 dernières saisons. Est-ce que pour toi vraiment cette saison sous Franck S, ça va être
la saison finalement du démarrage de son aventure avec l'OGC Nice. J'espère, c'est quand même un petit moment qu'il est là et moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup au niveau de ses qualités techniques, son intelligence de jeu, la finesse de son style. Et je trouve que vraiment avec cette espèce de 3-4-3 de Francaise, on n'utilise pas vraiment des ailiers, mais plutôt des joueurs qui sont un petit peu des milieux excentrés, qui sont là un peu en soutien entre les lignes. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment bien lui convenir. Et dans un premier temps, d'être utilisé en joker un peu en cours de match comme ça, où il n'aura pas la pression du titulaire de devoir très vite revenir de sa blessure pour montrer. Là, on peut l'utiliser. On a vraiment pas mal d'options, même si on a quand même beaucoup d'absents. On a quand même énormément d'options. T'as Bonani, t'as Orapo, t'as du monde qui peut sortir du banc. Et lui enlever cette pression aussi, je pense que ça peut jouer un rôle. Donc ça, plus le système, je pense qu'il peut vraiment s'épanouir. Après, hier, il marque, mais on sent que physiquement, il y a encore du boulot avant de retrouver le volume de jeu qu'il avait avant. Mais la qualité technique est toujours là. Et voilà, moi, je ne mettrais pas non plus de pression à imaginer que ça y est, c'est le retour du grand Sofiane Diop de Monaco. Mais en tout cas, c'est très positif. Et le fait qu'on ait beaucoup de matchs à jouer, qu'il puisse entrer en cours de jeu comme ça, dans un système qui lui convient beaucoup mieux que ce 4-3-3 de l'année dernière. C'est très positif et c'est une option en plus. Et mine de rien, on a quand même énormément des options offensives, donc c'est positif aussi là-dessus. Alors Romain Diop, il y a eu son but forcément. Hier soir, consécutif à un arrêt de l'Arseneur sur un tir de Buonanni. Mais il y a eu également voilà, des actions, notamment cette passe un peu cachée que j'ai en tête là pour Shaw qui a deux doigts de marquer aussi un but là, d'une frappe puissante. Comment tu l'as trouvé hier soir vu du stade et est-ce que effectivement peut-être la méfiance physique dont parle Hugo voilà, comment tu l'as senti? Est-ce que tu l'as senti euh, prêt ou voilà, encore en phase de reprise? Bah après, ouais, déjà je vais commencer en disant que Diop pour moi c'est un joueur moi j'aime beaucoup. Et après, vu du stade, moi c'est un peu dur parce que tu vois pas euh, le langage, on va dire, corporel, parce que t'es trop loin. Mais moi, sur le peu qu'il a joué, bah, je l'ai trouvé super intéressant parce que, bah, comme disait Hugo, on a un schéma où t'es pas vraiment un ailier, tu peux le devenir, mais t'es pas vraiment un ailier. Et quand il est entre les lignes, bah voilà, il peut te. En fait, c'est un joueur, il est lisible. Donc, il peut trouver une passe derrière la défense ou être à la finition. Enfin, voilà, c'est ce joueur qui nous manque sur certains matchs. Ndombele, des fois, bon, même il prend la place de cette création par la passe mais vraiment, voilà, ce décalage par la passe et trouver les intervalles, bah, je trouve que c'est le joueur parfait. Et moi, je prie pour qu'il retrouve son niveau. Parce que s'il retrouve son niveau, Baez, il va. Tant au début de la saison, il n'avait pas de choix à faire parce qu'on n'avait personne. Mais après, là, il va commencer à avoir du choix et à faire des petites nuits blanches pour savoir qui mettre. Parce que un Diop à 100%, dans ce schéma, moi, je pense qu'il peut faire très, très mal et ça peut être plutôt sympathique, quoi. À voir si déjà il arrive à enchaîner, hein, que ce soit en tant que remplaçant ou même en tant que titulaire. Tu as mentionné Tanguy Ndombele, Romain. On descend tout doucement au milieu de terrain. Retour de la doublette Pablo Rosario Ndombele. Je m'attendais à le voir sortir un peu plus tôt dans la rencontre. Finalement, il a joué l'exclusivité de la rencontre, hein, 93-94 minutes. Hugo, on se le disait un peu avant le démarrage de l'émission, on va répéter ce qu'on a dit sur les premiers numéros, puisque des doutes, il y en a eu par rapport à l'état de forme, par rapport, on va dire, à son coffre physique. Le talent, il ne l'a pas perdu en un an et demi, 2 ans, mais de voir la rapidité avec laquelle il s'est montré indispensable dans le milieu de terrain de l'OGC Nice, pour en devenir finalement limite la star de cette équipe. Parce que, on va pas dévoiler un peu les coulisses, mais on a fait le parallèle quand même avec un Ben Arfa. Pas forcément par rapport au profil, mais par rapport au joueur qu'il est et, euh, et à ce qu'il apporte. C'est un joueur différent. Et s'il arrive à se maintenir à ce niveau physique-là pendant toute la saison, ça peut faire très mal. Comment est-ce que tu l'as trouvé hier soir, Hugo? Et de manière générale, est-ce que tu rejoins un peu cet avis enthousiaste s'agissant de Ndombele?
Ah bah ouais, bah, de toute façon, exceptionnel depuis le début de la saison. Moi, j'ai tweeté hier, c'est mon plus gros kiff footballistique à Nice depuis Ben Arfa, comme tu l'as dit. Franchement, c'est un joueur magnifique, quoi. Cette qualité technique, c'est même. Moi, je l'avais un peu perdu de vue depuis qu'il avait quitté Tottenham, mais j'avais l'image d'un joueur un peu fainéant, tu vois, qui rechignait un peu à faire les efforts, mais il récupère quand même énormément de ballons, quoi. Il est souvent très bien placé. Il a une vraie intelligence de jeu, même que ce soit pour récupérer et à la création. Sous pression, il est capable de sortir d'un pressing de trois joueurs et de ressortir avec une passe propre. Enfin, c'est vraiment le genre de joueur qu'on paye on paye sa place au stade pour voir ce genre de joueur. Et depuis le début de saison, bah, déjà contre Auxerre, il y avait des choses intéressantes, la qualité de passe, il se projetait, mais tu le sentais un peu emprunté physiquement. Et bah, à l'image de l'équipe, finalement, il est monté en puissance au fil des matchs. Et déjà contre Marseille, c'était excellent, mais hier, les 90 minutes, c'était du très très haut niveau. Il se projette vers l'avant, il est box-to-box. Moi, j'avais un peu le souvenir d'un joueur qui met bien garder le ballon, un peu tricoté, mais là, c'est toujours dans le sens du jeu, quoi. Il récupère, il donne, il se projette, il a une solution dans la surface, donc il y a tout, il y a même la finition hier. Donc c'est vraiment un énorme kiff à voir. Et ouais, comme tu l'as dit, j'aurais bien aimé quand même qu'il sorte un peu, parce que vu l'enchaînement des matchs et le peu de solutions qu'on a au milieu, j'aurais bien aimé qu'il sorte, mais Ez l'avait dit en conf d'avant-match, Camara était aussi un peu blessé, donc il n'y a vraiment pas de solution au milieu. Mais en tout cas, vraiment très très intéressant et dommage qu'on puisse pas, que Boudaoui soit blessé, parce que j'imagine pas l'association des deux hier face à cette équipe de Saint-Etienne, ce que ça aurait pu donner encore en termes de plaisir. Je l'ai dit la semaine dernière pour Marseille, alors j'ai pas vérifié avant le numéro. Sanson revient quand? Apparemment vers la prochaine trêve, je crois, hein, Aïe aïe aïe, début octobre. Sanson, il en a. Alors, il en avait pour 6 semaines, juste avant le match de Marseille. Donc, ouais, prochain match après la trêve. Parce qu'effectivement, alors on parle de Ndombele et Romain, tu vas nous donner ton ressenti, mais ça pointe aussi le manque de profondeur actuel au milieu de terrain. Parce que bon, Rosario et Ndombele ont fait tout le match. Derrière, il y a le petit Camara, mais qui était un peu blessé. Louché peut éventuellement dépanner au milieu de terrain comme il a pu le faire contre Marseille, mais sans son blessé, Boudaoui blessé. Bon, ça manque un peu de profondeur, mais j'attends énormément aussi le retour de Morgan Sanson. Je sais pas pourquoi, mais je pense que vraiment son profil et ses qualités peuvent vraiment faire beaucoup de bien au style Aise. Romain, ton ressenti sur le match de Tanguy Ndombele et plus globalement sur son début de saison sur le maillot de l'OGC Nice? Bah, je crois qu'Hugo, il a tout dit. C'est un kiff, ce joueur. Moi, j'avais énormément de doutes. Je me suis même foutu de la gueule de Marseille avec un collègue marseillais. Parce que, au départ, il avait été annoncé à Marseille. Et j'avais dit, bah putain, vous avez vraiment pas d'idée. Mais là, force est de Le constater flair, le que. flair. Ouais, mais après, pouvait dire qu'il allait revenir à ce niveau-là quand tu le vois avec son maillot XXXXL moulant, quoi. Tu sais, à Galatasaray, où il sortait d'un kebab et d'un McDo Je réunis. sais, je sais qu'il va écouter l'émission, donc je vais le dire. Anto avait dit si on récupère un Ndombele à 50-60%, Ah, ça peut être un mais, top européen. mais ça, c'est sûr, mais encore pour qu'il soit rien qu'à 50%, moi, j'avais énormément de doutes, quoi. Donc, à la limite, les doutes, c'était un peu parti quand j'ai su qu'il avait fait sa cure en Italie, là. Donc bon, je me suis dit, ouais, le mec, il en veut quand même. Mais non, moi, je ne le voyais pas à ce niveau. C'est incroyable. C'est le genre de mec comme du Hugo, tu payes ton billet pour venir le voir jouer. Il est de partout. Il est à la récup, il est à la dernière passe. Il se sort au milieu de terrain par deux dribbles. On dirait qu'il va se casser la gueule, mais au final, il arrive à te mettre les deux joueurs dans le vent. Et j'adore ce style de mec où il court, on dirait qu'il est nonchalant. Mais en fait, j'adore vraiment. C'est un kiff de le voir jouer, c'est un kiff de le voir à ce niveau-là. Et si on arrive à le maintenir comme ça toute la saison, on va vraiment kiffer. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que nos quatre milieux, ils ont quatre profils différents. Tu vois. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est un Boudaoui, il va aller un peu de partout, il va pouvoir percuter, mais il va pouvoir revenir. Enfin bref, le mec, tu sais qu'il a trois poumons. Un Ndombele, tu sais qu'il va être à la récup, il va être
technique. Enfin voilà, c'est ton joueur qui va t'amener cette grosse touche technique. Et un Rosario, tu sais que dans l'abattage défensif, il va être très présent. Après, offensivement, on sait que ça peut être bon comme beaucoup moins bon. Et un Sanson, ouais, il peut avoir un peu je pense qu'il peut être un double profil, Boudaoui, Ndombele, un peu moins que Ndombele, mais tu vois, dans ce truc de courir un peu de partout, techniquement assez juste. Donc, moi, je trouve qu'on a quatre profils qui sont bien identifiés. Et selon les matchs, tu vois, ça peut tourner, tu vois, entre eux. Et après, la chance qu'on a là, c'est qu'on a 5 jours avant le prochain match de Coupe d'Europe. Donc 5 jours pour les phases de récup, même s'il a joué tout le match, ça va, c'est pas non plus fou, quoi. Donc moi, ouais, je me fais pas de soucis, même si moi aussi, je pensais qu'il allait sortir pour souffler un peu. Mais, euh, mais bon, ça va, ça me fait pas trop de soucis non plus. Pablo Rosario, son compère de la doublette du milieu, qui a marqué son premier but sous les couleurs de l'OGC Nice sur un penalty. Alors, de la télé, honnêtement, je pense qu'on a été beaucoup à se demander, non mais attendez, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il prend le ballon? Il n'y a pas eu de doute en fait, hein, vraiment. Il y a eu une forme d'harmonisation sur le fait que c'était lui qui devait tirer ce penalty. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'aurais pensé que ça allait être Buonanni qui allait le prendre pour son premier but en pro. Ah non, non, il a marqué avec Lorient. Son premier but avec l'OGC Nice. Surtout que, bon, il le cherche depuis un certain temps, notamment après ce match à Angers où il avait eu un certain nombre d'occasions. Là aussi, il a deux grosses occasions. Hugo, ce but de Rosario, il vient parachever en fait une soirée irréelle totalement. Qui plus est, en plus, un penalty très bien tiré, contre-pied parfait dans le petit filet. Et puis ça récompense aussi un joueur qui a de l'importance aux yeux du coach de par sa polyvalence et de par le fait que eh bien, hier soir il a fait le job quoi. Bah ouais, je pense aussi que ça montre aussi finalement la bonne ambiance et la mentalité qu'il y a dans le groupe, parce que finalement, Rosario, c'est quand même un gars qui a l'air d'être très apprécié du vestiaire. C'est un mec qui, c'est ce qu'on veut sur le plan footballistique, mais au niveau mentalité, ça a toujours été irréprochable. Et effectivement, c'est quand même un des plus anciens du vestiaire. Il avait toujours pas marqué alors qu'il est quasiment titulaire chaque saison. Il nous a fait des ratés incroyables comme la semaine dernière à Marseille, mais déjà l'année dernière, je me souviens du match au Havre où il rate des trucs incroyables dans la surface. Donc c'est sûr que j'ai l'impression que c'était dans le groupe une espèce de truc qu'il fallait faire marquer Rosario, quoi. Donc ils lui ont laissé ce péno. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la story Instagram de Mofi qui se fout de sa gueule, c'est très très drôle. Donc voilà, ça montre qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe aussi et une bonne mentalité. Ça fait plaisir de le voir récompensé. Et comme tu dis, le péno, franchement, très bien tiré. Moi, je pensais que ça allait finir en tribune. Là, c'était un peu une ambiance de fin de five où tu fais tirer ton pote qui est en défense, qui avance pas. Mais là, c'était super. Mais je sens qu'il avait marqué aussi le penalty l'année dernière contre Auxerre. Donc ça se trouve, en fait, c'était juste le tireur désigné. On sait pas, hein. Mais en tout cas, très, très beau moment aussi pour finir ce match. Ouais, ça fait plaisir ouais, effectivement de voir ce genre de moment. Ouais, Romain. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez entendu de la télé, mais quand il y a eu le penalty, donc l'arbitre il est allé voir l'action Mm. à l'écran, etc. Et les supporters qui ont scandé le nom de Bulka. Ouais. Voilà, ils voulaient que Bulka ait tiré. Ouais, jusqu'au bout, Donc jusqu'au bout. ouais. Donc voilà, il y a eu des actions de la populaire hier. Moi, ça m'a bien fait rire. Mais non, après ouais, content pour Rosario parce que c'est un guerrier et après tu sais que le mec il va être moins technique que les trois autres. Mais par contre, quand on lui demande d'aller au charbon, c'est ça qui est bien avec lui, il y va quoi. Et je pense que c'est celui qui a le moins dézonné dans le 11. Lui, il est toujours resté à son poste devant la défense. Enfin voilà, et c'est pas le joueur de toute manière qui peut dézonner. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un profil différent aux autres, mais qui peut servir parce que dans l'abattage, je peux jamais lui enlever qu'au combat, il ira quoi qu'il arrive. Et c'est bien aussi d'avoir des joueurs comme ça, quoi. T'as mentionné Boulka, Romain. Juste petite question. On sait que en ce moment il y a toute la négociation autour de la prolongation. Je t'ai pas questionné avant, mais est-ce qu'on en sait un peu plus à l'heure actuelle ou pas? Non, non, toujours rien. Bon, après, c'est vrai que moi, je vais pas demandé, mais
Bah, apparemment, l'agent de Bulka, il est dur en égo. Est-ce que Mais c'est le même qui avait fait l'intervention sur le plateau de l'équipe? je sais pas, mais je pense que c'est le même, hein, parce que après, moi, dans ce que j'avais entendu dans Gym Tonic, il a raison. Hein, enfin, je sais pas si vous l'aviez entendu, mais en gros, River, il lui avait River ou Ghisolfi, je sais plus. Un des deux lui avait dit, t'inquiète pas, on va te revaloriser l'année prochaine et tu seras dans les enfin, dans les trois plus gros salaires du vestiaire. Sauf que quand Todibo il est parti, bah, du coup, la moyenne, elle s'est baissée. Et donc, on le revalorise par rapport aux trois plus gros salaires et d'aujourd'hui, et pas d'avant du départ de Todibo. Et en fait, la discussion, elle est basée là-dessus. C'est que on comprend pas qu'on lui ait dit ça et qu'aujourd'hui, la parole ne soit pas respectée. Et le club dit, ouais, mais on t'a dit les trois plus gros. Enfin, tu vois, c'est un peu un jeu de fourbe. Moi qui Ça, suis commercial, c'est une technique très bof, très bof. Mais bon, ouais, après, on ça verra. rappelle un peu l'épisode de l'or, hein, pour le coup, hein, cette Un peu. négociation, voilà, comme quoi, bon, peut-être pas irréprochable là-dessus. Parenthèse refermée, Hugo, Romain parlait du poste, enfin du rôle de Rosario, effectivement, véritable 6 qui s'est peu projeté sur la rencontre, mais finalement qui permettait également à Ndombele d'avoir beaucoup plus de liberté à la création et dans le mouvement, et également aussi à Youssouf N'Déchimé qu'on a vu plusieurs fois sortir de cette ligne de 3 pour apporter un peu un surnombre et permettre également voilà, d'avoir ce dépassement de fonction qu'on a vu quelques fois hier soir. Ouais, bah, je pense que c'est aussi la conséquence du système qui est de plus en plus rodé, de plus en plus assimilé par les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des compensations, tu l'as dit, Rosario, quand il reste défensivement, Ndombele, il peut un peu plus monter sur le côté gauche. Pareil, en phase de sortie de balle, tu as Youssouf qui peut monter, Dante aussi pareil de l'autre côté. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le système qui commence. Tu sens que ça bosse, quoi, vraiment. C'est clair et net. Les mouvements commencent à être de plus en plus coordonnés. Le style de jeu commence à être de plus en plus enregistré par les joueurs. Donc ça, c'était très positif aussi. Et Youssouf, de manière générale, depuis qu'il est revenu c'était contre Angers, c'est vraiment, je trouve, très très positif dans ce rôle de central côté droit. On le sent vraiment plus à l'aise qu'au milieu parce qu'il a le jeu devant lui. Il est plus à l'aise aussi à la relance. Il est un peu moins pressé. Et bah, défensivement, dans les duels, dans les contacts, ça a toujours été là. Ça a toujours été très positif. Donc, c'est une des grosses satisfactions aussi de cette soirée d'hier. C'est que la défense commence aussi à prendre forme et ça va dans le système général, quoi. Romain, est-ce que finalement, voilà, la défense Youssouf, Bombito, Dante, on ne se rapprocherait pas d'un trio type pour la défense? Ouais, je pense. Je pense. Après, moi, j'aimerais. Alors, attention, hein, mais Dante, moi, je le trouve de moins en moins serein. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, oui, je pense que la défense centrale, je pense que ça va pas trop bouger. Bombito, je le trouve de plus en plus, lui, par contre, serein. Sur les premiers matchs, il n'a pas fait de grosses cagades, Pas mis en mais grande bon, difficulté hier soir quand même, mais plus non, rassurant dans mais ses interventions. ouais, voilà, c'est ça. Tu sens déjà que le mec, au niveau vitesse, au bout d'un moment, il y a un Auxerrois qui part. Bon, après, t'es quand même tranquille, quoi. Le mec, il a avalé en 2 secondes. Mais non, moi, je l'ai trouvé bon. Mais encore une fois, comme tu dis, l'adversité, c'était pas non plus la plus grosse des adversités. Mais à voir. Mais en tout cas, je pense qu'on s'oriente vers cette charnière. Et moi, j'aimerais, parce que même s'il a été dégueulasse contre Marseille, Abdelmonem, j'aimerais après voir un peu plus ce joueur une fois qu'il sera, on va dire, un peu mieux. Je sais même pas ce qui lui manquait, mais allez, une fois qu'il aura pris ses marques, j'aimerais vraiment qu'il y ait une transition qui se fasse entre Dante et lui pour peut-être l'année prochaine, ou, enfin, tu vois, qu'il y ait une transition qui commence à se faire. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'instant T, oui, ça va être cette charnière qui va être la charnière titulaire, quoi. Ouais, effectivement, une charnière qui, je l'ai dit en début d'émission, n'a eh bien, pas concédé de but pour la première fois de la saison.
Bon, Boulka, match solide, une intervention assez compliquée à faire là sur le tir contré, avec cette transversale, euh, rassurant dans ses interventions. Euh, Messieurs, je vais vous demander votre MVP de la rencontre. Alors, on ne sait Alors absolument. attends, Ouais, vas-y. Pancho, juste une question, je vais te poser. Euh, quand Laborde et Mofi vont revenir, Ah, ça, c'est une bonne question, ça. euh, est-ce que qu'est-ce que tu fais? Boga aussi. Ouais, ouais, mais bon, Boga, il en a pour moins longtemps. Mais allez, Boga, Laborde, Mofi. Alors tu vas avoir Laborde, Boga, Mofi, Diop, Moukoko, Chaud. Essan, Orakpo, bon, dans une moindre mesure, mais bon, il est quand même là. C'est dur, hein? Bah, en fait, je pense que vous l'avez dit hein, dans vos propos, ça va être une affaire aussi d'automatisme. On voit aussi que Youssouf, sur 3 matchs, il y a des automatismes qui sont beaucoup plus présents avec Klos. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si défensivement, il y a des automatismes qui se créent, offensivement également. Hier, ce qui a sauté aux yeux, mis à part le fait que l'adversité ne soit pas dingue, c'est que Guessant et Moukoko, et même Shaw, en fait, tous les trois, il y ait des automatismes. Ce soit fluide dans les mouvements. Donc on ne remet pas en cause la qualité du joueur qui est Terem Moffi ou du joueur qui est Gaëtan Laborde. Mais effectivement, quand tu n'as pas été dans le collectif pendant 6 7 mois, derrière tu arrives, tu dois compenser. Maintenant, ça va dépendre également de la régularité de ces joueurs-là. Ça va dépendre s'il y a des blessures. Mais si tu me dis tout le monde est à 100%, moi, je sais pas. Après, c'est très culture de l'instant, mais le Guessant Moukoko qu'on a vu hier soir, j'attends de voir contre une adversité un peu plus forte. Maintenant, lorsque je pense au match de Marseille, je me dis Mofi dans la surface, sur le centre de Abdi par exemple, je pense qu'il la met. Mofi lancé en profondeur, sur le petit lob là, loupé là, de Guessant sur la passe de Klos, ça se passe différemment aussi. Donc, voilà. Ça va être un choix de riche hein, lorsqu'on va avoir ces retours-là. Mais disons que j'ai plus de projections avec un Mofi dans le système actuel qu'avec un Laborde. Parce que là, je me dis, Ouais, t'as moi as aussi. devant, t'as Laborde, t'as Mofi déjà, Orakpo, Moukoko. Je pense qu'Orakpo, il a prolongé. Il y a une volonté de le progresser. Mais je Il y a vois une plus volonté, Mofi oui. que Laborde. Je sais pas. En tout cas, moi, alors pourtant, je l'ai critiqué, hein, tu le sais, hein, parce que je l'ai critiqué souvent chez toi. Mais moi, franchement, hein, j'aurais aimé quand même voir Mofi, parce que avec une association Mofi-Guessant, tu vois, je pense que ça peut aussi bien, bien tourner. Mais en tout cas, le jour où tout le monde revient, et mon gars, putain, enfin, c'est fou quand même. C'est-à-dire que sur le banc, tu peux avoir parce que j'ai oublié Buonanni aussi. Tu peux avoir un Buonanni, Laborde, Mofi, Diop, Boga, tu vois, si on a les attaquants d'hier, tu vois, titulaires. Et c'est fou, c'est fou. Ces 5 joueurs, ils sont titulaires dans les 3 quarts des clubs de Ligue 1. Et enfin, moi, j'ai hâte de revoir tout ce beau monde. Et, mais voilà, c'était une question que je me posais. Mais en tout cas, ça pour dire que l'effectif est quand même assez riche. Hugo, ton ressenti là-dessus, si demain Mofi et Laborde reviennent à 100%, est-ce que tu vois finalement comme Romain et moi un Laborde peut-être utilisé un peu moins et un Mofi plus impactant? Moi, je suis totalement d'accord, parce que je suis pas le plus grand fan de la board et je trouve que bah, déjà, c'est le plus gros salaire du club, etc. Moi, je serais d'avis que si on lui trouve une porte de sortie, tu vois, au mercato d'hiver, je serais pas contre non plus. Mais ouais, comme tu l'as dit, moi, c'était franchement, quand on a pris la news des croisés de Mofi en plein été, j'ai dégoûté parce que je trouvais qu'avec Franquel, justement, c'était vraiment le coach parfait pour lui faire enfin passer le step à l'OGC Nice. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner, comme on l'a dit avec ce jeu associatif, d'avoir des mecs près de lui, beaucoup de centres, bah, il aurait pu se retrouver plusieurs fois dans la surface, comme il aime, quoi. Donc c'était vraiment dommage.
Mais ouais, si on doit dessiner un trio, bah, c'est très dur, hein, mais Pau se régale depuis le début de saison. Euh, T'as Guessant qui progresse aussi, Boga qui, même s'il est régulier, ça reste quand même, bah, je pense, ton joueur supérieur en attaque. Donc bah, ça prouve qu'il y a eu quand même du bon boulot les étés précédents et cet été, et que tu as quand même vraiment une force offensive assez impressionnante. Et donc ouais, que du positif, mais après, ça reste de la théorie, parce que vu que Monfils s'est fait les croisés, je pense que tu ne le revois pas avant mars-avril, quoi. Donc je pense que le choix de Rich, la question se posera, mais vraiment peut-être en fin de saison ou la saison prochaine, selon la levée d'option d'achat de Moukoko et ce qu'on fait de l'avenir de la board des Mofi. Effectivement, mais présenté comme ça fait vraiment très choix de riche. Attendons de voir également comment ça se passe. Et également, voilà, le milieu de terrain, la défense, on sait que la capacité offensive d'une équipe ne fait pas tout. On peut passer à votre MVP de la rencontre avant de faire un petit point sur le prochain match qui attend l'OGC Nice. On ne s'est pas concerté. Et puis bah, je vais te laisser démarrer, Romain. Voilà, je suis assez. Comment dire je laisse la main là-dessus. Généralement, Fair play, et c'est voilà, fair play. fair play. Et puis respectueux vis-à-vis des plus anciens. Donc il n'y a aucun problème, je te laisse la main pour annoncer ton MVP de la rencontre. Moukoko. Après, ce qui est bien, c'est que normalement, tu es obligé quoi que tu, quoi que tu dises, normalement, tu vas pas dire une connerie. Quand tu gagnes 8-0 et le match qu'ils ont fait, normalement. Mais non, Moukoko, parce que sa première à l'Alliance, 2 buts, une passe D, euh, des automatismes qui sont déjà là avec les deux de devant. En match amical, on avait vu qu'il avait des automatismes aussi un peu avec Boga. Donc, je trouve que c'est un joueur intelligent, un vrai neuf, qui est là quand le ballon il traîne. Et dans ses prises de balles, tu sens que c'est quand même très vif. Donc, un profil, moi, que. Techniquement aussi, c'est propre, hein. Ah ouais, 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 non, non, mais c'est pour ça. Moi, c'est vraiment un profil que j'adore. Donc, et qui va au charbon, parce que je l'ai vu aller presser plus d'une fois. Donc, vraiment, pour moi, Moukoko, parce que ça, lui aussi, si le physique le laisse tranquille, je pense que ça peut devenir une très belle surprise. Donc, Moukoko Formi. Hugo. Alors moi, je serais allé sur Ndombele, mais comme on en a déjà parlé, je vais pas me répéter. Pareil pour Shaw. Donc je vais aller sur mon troisième choix dont on n'a pas du tout parlé dans l'émission et je trouve qu'il mérite d'être mis en avant, c'est Klose. Mhm. C'est pas le MVP du match, mais je pense qu'il faut le mettre en avant parce qu'il sortait quand même de 2 matchs très compliqués mentalement avec l'équipe de France où c'était très difficile contre l'Italie. Puis le match à Marseille où le contexte qu'on connaît fait que ça a été compliqué. Il y avait cette perte de balle sur le deuxième but. Et je trouve qu'il s'est très très bien relevé hier soir. Même s'il n'a pas été décisif par la passe ou par le but, il est quasiment, si vous revoyez les actions, il est quasiment sur tous les buts en première mi-temps. Dans le jeu associatif avec Shaw, ça fonctionne très très bien. Il était bien, il était propre défensivement, il était volontaire dans son pressing. Et ce qu'il apporte offensivement, c'est quand même vraiment, c'est vraiment incroyable Le d'avoir jour et la nuit, hein. d'avoir un piston aussi offensif comme ça. Il est dans tous les relais. Une 2 avec Shaw, une 2 avec Moukoko, une 2 avec Guesson. Il est là, il centre, il peut même se retrouver en position de frappe. Donc c'est vraiment, comme tu as dit, ça change par rapport ce bon vieux Jordan Lotomba qui a fait un match horrible avec le Feyenoord en Ligue des Champions d'ailleurs. Qui en a pris 4 en LDC cette semaine. Mais ouais, moi franchement, j'ai envie de mettre en avant Klaus parce qu'il a su se relever après une période qui, je pense, a dû être assez compliquée mentalement. Et bah, que du positif pour les prochaines semaines, j'espère. Alors, j'aimerais te questionner sur Jonathan Klaus. Alors, on est que en début de saison et qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais, et Romain aussi, tu pourras compléter du stade. Mais c'est vrai qu'on a pointé également ses soucis des fois de défensif. Mais je le trouve quand même ultra rigoureux sur le replacement. Voilà. Des fois, il fait pas tout le temps les bonnes interventions défensives. Mais on sent que il a cette connaissance aussi du système qui lui permet peut-être des fois d'anticiper certaines choses. Comment est-ce que vous l'avez trouvé enfin, défensivement, est-ce que vous trouvez vraiment que il est en difficulté sur les matchs joués? Alors peut-être pas forcément hier soir, mais sur le début de saison. Ouais, moi, défensivement, je trouve qu'il est très performant au pressing, au contre-pressing. Donc pour récupérer le ballon à la perte, là, il n'hésite pas à y aller. Par contre, dans son replacement, ok, mais c'est plus
parfois il a quand même certaines absences. Hier, une des rares actions hein, de Saint-Etienne en première mi-temps, il me semble que c'est Cafaro qui frappe, ça va dans le petit filet. Il laisse totalement la porte ouverte et il le laisse venir. Et Bouka d'ailleurs il me semble il le recadre un peu. Donc, ouais, en fait, c'est pas une question de. On a souvent entendu, notamment dans les critiques des Marseillais, que c'était peut-être une question de mentalité, qu'ils voulaient pas défendre. Moi, je le trouve vraiment pas, on va dire volontaire dans son aspect défensif, mais il a parfois, on sent que c'est vraiment pas ça, que lui il est vraiment plus attiré par le but adverse que le but adverse que par son propre but. Et il y a quand même certaines erreurs de placement où des fois il va être un peu trop sur le recul-frein, il va laisser la porte ouverte à l'adversaire. Donc c'est sûr que je trouve que c'est pas le plus rassurant défensivement. Mais en fait, comme toute l'équipe est portée vers l'avant, bah, en fait, le schéma et le système, ça masque ses faiblesses. Parce que si tu jouais encore comme sur Farioli, tu étais souvent en bloc bas, là, ça aurait été très très compliqué. Mais en fait, comme là, on a une équipe qui presse très haut, et lui aussi, il en fait partie, bah, tu récupères souvent le ballon de la partie de terrain adverse, donc tu es beaucoup moins exposé. Donc tu vois beaucoup moins ses faiblesses, et bah, encore une fois, le schéma de Francaise, ça masque ses petites faiblesses défensives. Ouais, moi je suis d'accord avec Hugo. En fait, bon, offensivement, tu n'as rien à lui reprocher. Dans le repli défensif, tu n'as rien à lui reprocher. Et dans le 1 contre 1, quand tu vois un Bar et un Klos, c'est deux mondes différents, quoi. Klos, même sur le but de Marseille, certes, c'est lui qui perd le ballon, mais après, tu sens il fait la même connerie que contre l'Italie, en fait. Il va pas sur le porteur. Tu vois, il attend, et comme dit Hugo, il laisse la porte ouverte. Donc, ouais, c'est défensivement, disons que c'est compliqué. Il est bien dans une défense à 3 ou à 5, hein, ça dépend comment on voit le truc, mais c'est clair qu'une défense à 4 comme en équipe de France, ouais, tu peux pas mettre un mec comme ça parce que défensivement, c'est pas l'assurance touriste, quoi. Mais par contre, après, c'est un mec qui calcule pas ses efforts. Il va être devant, il va être derrière, il va être de partout. Mais dans le 1 contre 1, c'est, on va dire, sa faiblesse. Mais il apporte tellement offensivement que, ouais, tu fais même pas. Tu peux faire attention, mais bon, voilà. S'il avait été aussi fort défensivement qu'offensivement, il serait pas chez nous, hein. Ouais, c'est assez, assez logique. Bon, ouais, vous avez tout dit. Je vais pas parler de Guessant parce qu'on va penser que j'en fais du favoritisme. Mais honnêtement, le but qu'il met et la danse qu'il met à Abdelhamid, mais enfin, t'as qu'une seule envie, c'est de faire la célébration d'Abdelhamid l'année dernière, quoi. Enfin, c'est beau, c'est beau. Ah, carrément. La course, la conduite de balle, la technique, la finition. Enfin, c'est une action, comme dirait Farioli, de grande classe. Voilà. c'est, non, non, franchement, c'était un très beau but. On a vu des beaux buts, en fait. Et au-delà du fait qu'il y a eu énormément de buts, il y a eu quand même certains très beaux. Celui de Shaw, celui de Guessant en fait partie. Également le deuxième de Moukoko. Donc, moi, honnêtement, j'ai envie de dire deux choses. Moi, mon homme du match là-dessus, et par rapport à l'humilité de sa conférence de presse, Monsieur Francaise, voilà, en l'espace de 5 matchs, arriver à faire ce qu'il a fait, arriver à inculquer aussi sa philosophie de jeu. Et alors, il n'y a pas que les 5 matchs, il y a également la préparation, mais de voir aussi rapidement et en récolter les fruits, parce que gagner un match, c'est bien, mettre 8 buts, c'est pas anodin. Donc, Monsieur Francaise, pour moi, MVP de la rencontre, et par rapport aussi à sa déclaration en fin de match, voilà, je trouve que dans la communication, on a la chance aussi d'avoir un coach qui aime le foot, sait de quoi il parle et incarne parfaitement, je pense, le projet. Voilà, à savoir de l'ambition, de l'exigence, de la rigueur, mais aussi une certaine forme de transparence dans la communication. Et puis, un petit point aussi sur le club, parce que on le dit aussi voilà, quand c'est positif. Là, pour le coup, vous le voyez aussi sur cet écran, l'affichage rétro un peu du Stade du Ré qu'il y a eu hier soir pendant le match. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Franchement, je pense que tout le monde a été. Je sais pas, du stade romain. En plus, c'était une surprise. Donc, lorsque vous avez vu cet affichage-là, ça a dû te faire quelque chose. Toi, en plus, qui va régulièrement au stade, ça a dû te faire quelque chose. Ah, c'est énorme. Franchement, c'est quand on a vu le tableau changer, Mm. ah, c'était fou. Mais
Non, vraiment, je trouve que le club a beaucoup progressé dans tout ce qui est com, ouais, dans ce genre de petits symboles, tu vois. C'est pas grand-chose, mais c'est un truc, voilà, ça te fait remonter des souvenirs. Et c'est ça le plus important, en fait. Et le laisser pour cet anniversaire toute la saison, ah, franchement, j'aimerais parce que déjà, je trouve que ça fait classe. Et puis, c'est vachement tendance aujourd'hui, le vintage. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il le laisse. Même si au bout d'un moment, sur le premier but, ouais, le premier but, parce qu'on savait pas si c'était un CSC ou si c'était Moukoko. Et moi, je pensais que c'était Moukoko. Tu vois, j'avais envie que ce soit Moukoko pour son premier but. Et on attendait le ralenti, tu sais. Et on s'est dit, putain, ils nous ont mis le panneau vintage, ok, mais qu'ils nous mettent le ralenti, quoi. Et, après, on le Le sait que gars, c'est quand même un écran. les Ouais. insatisfaits, les insatisfaits. Ah. Non, mais tu sais, tu te dis, putain, attends, fais un effort, quoi. Au bout d'un moment, ouais, c'est beau et tout. Non, mais après, ils nous les ont remontrés, tu vois, tous les ralentis. Donc, c'est pour ça, non, un grand oui pour ce panneau. Et s'ils peuvent avoir la bonne idée de le laisser, moi, je serais en total kiff parce que c'est trop bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et toutes les animations qu'il y a eu avant, après, euh, vraiment un masterclass de l'OGC Nice. Et après, juste le petit bémol, parce que j'étais à Marseille-Nice. Et Marseille, pour leur anniversaire, ils ont sorti un maillot, mais vraiment anniversaire. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu la même chose avec un maillot vraiment porté une fois, mais vraiment anniversaire, tu vois. Avec Voilà, c'est juste le logo rétro. voilà, c'est vraiment juste le seul petit bémol. Et quand on voit Marseille, les sponsors, ils ont joué le jeu, ils se sont mis en couleur maillot, c'est-à-dire en blanc, pour pas qu'on le voit, tu vois, enfin qu'on le voit un petit peu moins, etc. Surtout qu'on est avec le coq sportif, le maillot rétro de Michael Jackson, c'était le coq sportif, donc ils auraient pu, tu vois, faire ce truc. Et je pense que ça aurait fait un tabac. Et voilà, juste voilà, pour apporter une petite critique, et sans être une critique. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une surprise comme ça. Mais sinon, après, masterclass du début jusqu'à la fin. Et la musique d'entrée des joueurs a été sensationnelle. Donc voilà, un 9 sur 10 pour tout ça. Hugo, le mot de la fin. Non, franchement, rien à ajouter, hein, c'était top. À la base, je devais être au stade hier, mais j'ai pas pu y être finalement. Donc j'étais dégoûté quand j'ai vu toutes les surprises qu'il y avait, quand j'ai vu le déroulé du match. Mais franchement, c'était un kiff, ça avait l'air. Puis même, je crois qu'il y avait depuis le rendu télé, je crois que l'ambiance était quand même plus. Enfin, les derniers mois, c'était un peu plus terne, mais là, franchement, il y avait. C'est aidé évidemment par le scénario du match, même au coup d'envoi, il y avait une sorte de satisfaction, quoi. Tout le monde avait l'air heureux, et ça se sentait vraiment à la télé, quoi. Il y avait vraiment une ambiance de soir de fête. Donc, même depuis la télé, on s'est levé, c'était franchement super. Eh bien, écoutez, Pancho, ouais, avant le mot de la fin, quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, moi, je mettrais aussi une mention spéciale à la pop. Parce que peut-être ça s'est pas entendu à télé. Moi, je trouvais l'ambiance plutôt très bonne et pourtant, des fois, je peux être critique, etc. Mais le tifo, pareil, c'est vrai. masterclass, il était magnifique. Et pour une fois, bravo à eux parce qu'il n'est pas resté bloqué, tu sais, en haut de la tribune. Tu sais, des fois, il a du mal à descendre. Là, il est descendu d'un bloc, donc ça a fait super beau. Mais le tifo magnifique, l'ambiance très sympa. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait hier. Ça augure une bonne ambiance pour le match de Coupe d'Europe. Voilà, c'était Effectivement. le petit mot La, pour la pop. la passe décisive, elle est parfaite puisque mercredi soir, premier match d'Europa League avec la réception de la Real Sociedad mercredi soir. Donc voilà, on n'aura pas le temps de respirer puisque dès mercredi, un nouveau match de l'OGC Nice. Il y aura un numéro de présentation, une sorte d'avant-match avec un suiveur de la Real Sociedad qui va nous parler de l'équipe parce que mine de rien, lorsqu'on regarde rapidement le début de saison, elle est catastrophique. C'est la crise, hein. Ils sont 16e. Ils ont perdu là cette semaine contre Mallorca 1-0. Ils jouent donc tout à l'heure à 14h contre Valladolid. Donc bon, vous connaissez un peu l'ADN du club, hein. Peut-être que on arrivera à relancer cette équipe en difficulté, mais en soi, j'ai l'impression que le contexte par rapport bien, à l'équipe qui a été celle de l'année dernière, notamment ce huitième de finale de LDC contre le Paris Saint-Germain, peut-être que ce sera une équipe qui sera prenable et qu'on sera dans la continuité aussi de cette belle soirée qu'on a vécue hier soir.
Hugo, Romain, merci à vous les gars pour votre participation à ce numéro. Nous, on se retrouve bien, très rapidement pour parler de notre adversaire de mercredi soir. Et d'ici là, bien, profitez bien de votre week-end. Voilà, le gym a gagné, le gym a joué vendredi soir, donc on va regarder tranquillement les résultats du week-end. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Passez un bon week-end, merci les gars, et puis à très vite. Et bon Salut. anniversaire, le 10. Ciao, ciao.